salut à tous, fidèles à votre émission Le Parcours de Vie. On branche nos projecteurs sur une personnalité bien sûr qui a une vie bien remplie, qui a fait des choses pour son pays, également dans tous les domaines artistiques, sportifs, comme vous voulez. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir à mes côtés Michel Maillet. Michel, bonjour, bonsoir, bel bonjour, bel bonsoir. Bel bonjour, bel bonsoir. Bonjour, monsieur Timon, bonjour. Merci d'avoir pensé à moi, monsieur Timon. Ah mais oui, mais on peut se tutoyer, nous avons le même prénom, Michel. Qui veut dire, tu sais ce que veut dire notre prénom, hein? Oui. Michael, c'est un prénom. Nous sommes des archanges. D'origine hébraïque qui veut dire l'ange qui ressemble à Dieu, point d'interrogation. Merci pour la précision, n'est-ce pas? Alors là, maintenant, nous allons prendre le flashback. On va remonter le temps. Tes origines même, tout simplement, à côté, tu es la famille Maillet, explique-moi à peu près. Alors, Maillet, c'est par le mariage, mais je suis une demoiselle Edmond. Edmond, tu te rends compte? Edmond du Grand Sud, il y avait deux frères, un est resté du côté de Rivière-Pilote et du côté du Marin, et l'autre est parti du côté de Schellcher. Ce sont deux branches différentes des Edmonds. Voilà. Alors, une question, le maire, par exemple, l'ancien maire de Font-Saint-Denis, c'est un parent à toi? Oui, c'est un cousin. Bien sûr, mais c'est côté Milat, côté Chabin-Milat. Côté Chabin-Milat, bien sûr. Donc, et Béroir par ma mère. Voilà. Donc, les Grands Genois, les Béroirs. Les Grands Genois, les Béroirs, c'est la même famille. Alors, ton enfance, ta commune même de prédilection, c'est quoi? On est qui côté? Alors, je suis née à la campagne de Médecins, à Rivière-Salée. Eh oui, à la campagne de Médecins, dans une maison que mon père avait, qui appartenait à la famille Ranlin, du Grand Sud, de Rivière-Salée. Et par la suite, nous sommes partis. Quand tu me dis nous, combien de frères, combien de sœurs? Vous étiez combien? Alors, je suis fille unique du couple de mes parents et mon père a eu une fille hors mariage. Voilà, donc nous sommes peu nombreux. Ah, je vois une petite photo de moi. Là, c'est toi, là. Là, c'est moi, bébé. Oui, c'est moi, bébé. Mais où tu as trouvé ça? Tu as bien bossé, les archives. Nous avons des archives secrètes. Tu vois ça? Comme dans les camps de concentration où j'ai travaillé par la suite. Voilà, donc on revient à cette prime enfance. Donc, tu es là et puis tu m'as dit que vous avez bougé beaucoup. Hein. Vous êtes sorti de médecin, tu es allé où? Oui, alors après médecin, je suis née là, je suis restée en Martinique et jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, mon père était dans la Marine nationale. Il a beaucoup aimé ce corps d'armée. Il était, oui, tu me vois à Toulon. Oui, non, mais t'en fais pas les images, tout ce que tu dis, c'est illustré. Papa, maman et moi, nous avons vécu une dizaine d'années à Toulon. Mais ce que je voudrais te dire, c'est le départ de la Martinique. Mais tu étais toute gamine, enfin, ça, ouais. J'avais 2 ans et demi. Je faisais partie de la génération qui a connu la compagnie générale transatlantique. Les paquebots, les gros paquebots, là. Les groupes Irpinia, Colombie, Antilles. On me voit d'ailleurs avec un bandeau. Là, on est servi, on est à table. Vous êtes sur le bateau, là? Ouais. On est sur le bateau. Non, ça, c'est le bateau du retour qui me ramène pour ma communauté. Oui, mais c'est le même bateau, Mais c'est le même type bateau. Hein. Mais ça, c'est le Antilles et nous sommes partis avant. Le premier bateau s'appelait Irpinia. Je voudrais m'arrêter sur cela parce que ce que j'ai vu quand le bateau fend la mer, 15 jours de traversée. Sur les genoux de maman, nous allons rejoindre papa qui est nommé à Toulon. Donc, je vois cachalot, je vois baleine, je vois dauphin. Je vois une nature généreuse qui nous entoure. Tu entends les dauphins, ils font... Ils t'accompagnent à gauche et à droite devant. Ils fondent la route. Ils fondent la route devant. Et sais-tu sur quel genou Michou est assise? Papa m'appelait maman Michou. Ouais. Je suis assise sur les genoux du plus bel homme que je trouve que la terre ait porté. Ah bon, moi, non. Oui. Harry Belafonte. Oh là, j'ai voyagé. Le séducteur de ces dames. Le type chantait pour moi. Mathilda, que fais-tu là cachée sous les magnolias? Il chantait ça. J'en étais amoureuse, raide dingue. 2 ans et demi. Et nous arrivons à Marseille. Ouais. Et qu'est-ce que je vois? Notre-Dame de la Garde. Une boule d'or. Dorée, j'ai dit, il doré. Jusqu'à présent, je l'appuie sur KTO en Martinique. Alors, on va arrêter un petit peu. Alors, c'est beau, tout ça, avec des parents qui sont proches. Mais les valeurs, dès le départ, qu'ils t'ont inculquées, c'est quoi, Michel? Là, j'achète un petit... oui, justement, on revient sur regarde comme l'élégance de papa à Toulon. Ouais. Et un petit paquet de bonbons, mais on ne mange pas dans la rue. Alors... Je tiens le petit paquet de bonbons et je ne jette rien dans la rue. Alors, les valeurs. Les valeurs ont été le respect.
la politesse. Je n'ai jamais entendu mon père et ma mère insulter. Je ne connais pas ça. Et quand on parlait de personnes à table, papa disait, quand on parle de cette personne, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit présente. On ne parle pas en dos moun. Moun pas parler en dos moun. Ouais, ouais. On ne dit pas du mal des gens derrière leur dos. Donc c'était une éducation avec bonjour, avec bonsoir. Et puis papa était dans un corps d'armée militaire, ça ne rigolait pas. Rigueur, ouais. Rigueur. Et quand on était les seuls noirs à l'époque, sur le bateau, il y avait beaucoup d'Antillais. Parce qu'on parle du Bimidum, mais beaucoup d'Antillais sont partis. À cette époque-là, ouais. Un, faire des études, et deux, travailler. Ils étaient presque tous militaires. Alors, qu'est-ce qu'on voit là Là, exactement? il est à Saïgon, papa. Ouais, Il est à Saïgon, et je dis dans mon livre à un moment... Tu l'as suivi dans tous ces... C'était interdit parce que interdit. c'était la guerre, c'était des campagnes, Ah ouais, et c'était la guerre. Et on disait, à ce moment-là, dans mon livre, j'ai dit, mais que se sont dit ces deux colonisés? Parce que papa... on n'était pas encore département français d'outre-mer. Et le chinois, le pouce-pouce, regarde, l'indigène, on voit derrière avec le chapeau, là, qui oui, pousse oui. papa, sont tous les deux colonisés. Deux colonisés d'origine différente. Un Il y a des Indochinois contextes et un différents aussi, Antillais, ouais. et un Antillais dont l'une de ses origines est asiatique, l'origine de mon père. Voilà, donc on continue donc avec cette adolescence, cette jeunesse. Donc la spiritualité, dès cette époque-là, tu la connais, depuis ton enfance. Tu as Maman fait la m'a prière ou t'es... Maman m'a dit, dès que j'ai su que j'étais enceinte de toi, j'ai fait un grand signe de croix sur mon ventre. Donc, depuis mon terre En gestation, il était qu'à faire un signe de croix. Et j'ai, ma grand-mère aussi, Madame Béroir, Madame Durand, tout ça, on vient d'une famille croyante. Hein. Mon père aussi, il était fils de 14 enfants. C'était l'époque, il n'y avait pas la télévision, on faisait l'amour. On faisait des enfants. Des bébés. Et voilà mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, qui est une authentique Caraïbe noire. Elle est magnifique. Laurence, elle est là. Elle est magnifique parce que ça, c'est mon arrière-grand-père. Alors, ça, c'est Père Béroir. On a dit, Père Béroir, vini fou, il peut reconnaître Tineg. Est-ce que tu te rends compte de cette époque? Oui. Là, c'est l'arrière-grand-père Béroir. Mais il y a l'arrière-grand-père Edmond. Alors, lui, il ne faisait que ça. Il a fait des bébés, des bébés. T'es cassé maintenant, Il était Cassimé, mais en reconnaissant ses enfants, tous les enfants il y a portent eu leur nom. beaucoup d'Edmonds portant leur nom de leurs parents. Ouais. Voilà. Donc, Quant à la famille, quant au Maillet, puisque revenir un peu ce que tu dis, Maillet, c'est l'un des plus vieux noms de la Martinique. Je ne le savais pas. J'ai rencontré un généalogiste à l'enterrement d'une de mes cousines qui m'a dit, à chaque fois que je fais une recherche sur les noms antillais, je tombe sur les Maillets du Morne Rouge, qui sont des Blancs. Qui sont des Blancs qui sont arrivés là. Tu sais que la recherche patronymique, c'est très... Et tu avais ce souci majeur en tête de faire la recherche patronymique pour voir les différentes étapes, les branches de la famille. Oui, je l'ai fait pour mon premier livre, Bonsoir, fête de doux rêves, où je raconte un certain nombre de choses. Et Edmond, ce serait N''Edmond du Sénégal. Voilà. Ah, ça m'a plu quand j'ai trouvé. Et Maillet, ce serait des grandes branches de blancs qui se sont installées, mais c'était pas de la noblesse. Hein. Ouais. Et ils se sont installés. C'est pas des colons au style économique plantation. Il y en a toujours au Morne Rouge. Ils habitent toujours au Morne Rouge. Voilà. Donc on continue, une scolarité, quand il va des écoles, tes petites classes, tu les as faites où exactement? Un peu partout, quoi. Ouais. Alors j'ai fait mes classes essentiellement dans le sud de la France, à Toulon. J'ai une photo, c'était l'époque où il y avait une noire pour tout le monde. Une noire, une indochinoise, une arabe, toute la classe était blanche. Maintenant, c'est toute la classe est noire. La chose c'est légèrement inversée. Ouais. Et j'étais heureuse et pas tout à fait heureuse parce que le jour où une dame institutrice a décidé de baisser ma culotte pour me donner une fessée devant tous les enfants, c'est l'humiliation. Mes fesses étaient noires, très jolies fesses, mais teintée, et toute la classe a ri. Ma mère est arrivée. Ma mère ne rigolait pas. Hein. Ta mère est entrée dans la classe. Ma mère a failli défoncer la tête de la directrice et elle m'a sorti de l'école. De la même manière que ma mère a fait ses études en France, pendant que papa a été nommé dans toutes ces campagnes coloniales, Dien Bien Phu, l'Indochine, Madagascar, où il revenait, il était payé multiplié par 3, il faut savoir. J'ai lu les états de service de mon père. Une beauté, oui, il gagnait bien sa vie, et une beauté, il y avait une considération, mais aucun officier noir n'accédait
au top dans la marine, ni dans la police, Ah non, tu es limité, ni dans la tu as un gendarmerie, plafond, hein. et jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Les généraux, ils sont blancs, quoi. Les capitaines, Les voilà. cadres. Les cadres, voilà. Et c'est ceux qu'on ne supporte plus. On ne supporte plus cet état de choses, ce qui est tout à fait normal. Papa a passé tous les examens, mais il a très vite compris qu'il serait jamais Limité, quoi. au top niveau. Et ma mère, en tant que jeune infirmière, un jour, elle était en salle d'opération. Et le chirurgien lui dit et la noire, apportez-moi un scalpel. Ah ben non. Maman lui a dit, monsieur, je m'appelle Madame Edmond. Et elle a demandé à ce qu'on la change de service. Elle n'a pas porté plainte. Non, à l'époque, il n'y a pas Ah non, il y a porté pas qu'à plainte même dans les pour des années invalides, 50, 55, on ne portait pas plainte. Et à ce moment-là, elle est allée chez les malades mentaux, tout aussi racistes, qui envoyaient des bols dans le dos de maman. Et maman a dit, je rentre dans mon pays. Elle a été une jeune et belle infirmière qui a commencé sa carrière, qui a continué sa carrière à Casse-Pilote. À Casse-Pilote. Et j'avais comme professeur Monsieur Sélénis. J'embrasse son fils qui est avocat, Maître Sélénis, bisous. Et qui était un homme, j'en étais amoureuse. Charmant, j'étais quoi. toujours amoureuse comme j'étais amoureuse de Glissant, en terminale. Mais j'ai toujours eu des gens d'exception. Et c'est une grâce. Balafont, Sélénis, voilà. Voilà, donc Michel, on poursuit le parcours, elle est jeune fille, elle, etc., très, femme de contact, elle a déjà. Et alors là, lycée, ton époque lycée, quelques petits mots, là, tu l'as passé en France aussi? Non, Ouais. on est revenu et j'ai passé une partie de ma scolarité au lycée de jeunes filles. Il y avait Lycée un de jeunes filles à Bellevue, oui. Et ensuite au couvent. Au couvent. Au couvent. J'ai la petite photo là, mais je voulais pas envoyer. Il fallait envoyer tellement de photos. Ouais, J'ai ouais. une tellement jolie petite photo avec la jupe du couvent. Mais et au couvent, jusqu'à ce que je me rebelle contre une religieuse que j'avais trouvée avec des propos qui ne me plaisaient pas. Et maman m'a changé d'école et je suis allée dans le plus bel endroit de l'île à l'époque, parmi je suis pas la première, la troisième génération de l'IME, l'Institut Martiniquais d'études, Oui, dirigé Édouard par Édouard Glissant et des professeurs extraordinaires. Alors, cette période de ta vie, on va dire ça, adolescence, tu te rapproches du bac, tu es déjà dans le cycle du secondaire, etc. Est-ce que tu avais d'autres passe-temps? Est-ce que tu étais une sportive, tu aimais le cinéma, ou tu aimais la musique, tu aimais danser? Qu'est-ce que tu avais comme passe-temps? Ce serait mentir que de dire que j'étais une grande sportive. J'étais une grande paresseuse. J'aimais... Tu n'as jamais aimé le sport? J'aimais le sport, mais j'aimais le voir. Parce que j'aimais rêver. J'étais plutôt une grande rêveuse et je voulais écrire et faire du cinéma. Il n'y a que deux choses qui m'intéressaient. C'était celle-là. Et je passais souvent du temps parce que monsieur Glissant me dit, Mademoiselle Edmond, arrêtez de rêver, restez avec nous. Et puis, il nous disait des choses extraordinaires. Il nous disait, lisez la Bible, c'est un style littéraire. C'est un style littéraire, il faut que vous connaissiez tous. On avait un professeur, mais on était tous dingues de ce professeur. Et à 40 ans, je ne sais pas si elle montre la photo de toute la classe. Toute la classe. À l'IME. À l'IME. Ouais. Édouard Glissant était à tomber par terre. Ouais. Alors justement, on arrive à cette période-là où déjà la littérature t'intéresse, tu lis énormément, mais est-ce que tu commences déjà à écrire c'est pas moi, l'écriture poétique par exemple, est-ce que tu as un journal de bord par exemple? Oui. Les jeunes filles à l'époque avaient ça. Oui, j'écris des petites histoires, on a tout ça. Des nouvelles. Des nouvelles, mais nous, on passait notre temps à aller danser au Vieux Moulin. Il y avait le Vieux Moulin qui était pas loin. Et toute la classe, dès qu'on avait un petit moment, on allait danser au Vieux Moulin. Bon, je raconte tout ça dans le livre. Ah oui. On avait Madame Sobieski comme professeur. On avait, mon Dieu, des professeurs extraordinaires. Édouard de L'Épine. Édouard de L'Épine. Tu as connu Cabor-Masson également à l'époque? Cabor-Masson. Guy Cabor-Masson, Dito. Il m'a offert son livre d'ailleurs sur comment je cherche son nom. Guy Cabor-Masson était extraordinaire. Phénomène. Il a fait une grande école pas l'ENA, mais il a fait une grande école militaire, très connue. On avait Suvé-Lor, Mais justement, cette période que tu évoques, faut pas oublier qu'il y a la guerre d'Indochine là-dedans. Édouard Jean Élie, espagnol. Édouard Jean Élie, on était folle d'Édouard Jean Élie. Il était fou de tous ses élèves aussi. Mais il fallait mettre une limite. Oui. Alors justement, la guerre d'Indochine, tu as eu quand même des résonances
Cabot maçon, enfin tu connais toute l'histoire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'était déjà là? Tes premières opinions se forgeaient là? Ah, et puis attends, mon papa m'écrivait. Parce que comme pendant 2 ou 3 ans, la famille ne pouvait pas joindre, et papa aimait ma mère à mourir, et il aimait sa petite fille Michou à en mourir. Donc il m'écrivait, et il me disait, entre les Viet Minh et les Viet Cong, ce qui se passait, et il me disait qu'il a été sauvé des 2 côtés. On l'a caché, quand un côté est arrivé, on l'a caché sous le lit, et on n'a pas pu le trouver. Et par contre, sous le lit, il y avait un trou et il y avait des serpents qui faisaient l'amour. Il y avait une quinzaine de serpents. Mesdames et messieurs, ne frissonnez pas un dormant. Mais ils ne tuent pas, ils ne mordent pas. Ils sont inoffensifs, quoi. Ils sont inoffensifs. Les serpents inoffensifs. Et c'est le seul endroit que la dame a trouvé pour cacher mon père. Papa nous racontait. Il m'écrivait et nous racontait des choses invraisemblables. On recevait la lettre 3-4 mois plus tard. Ouais. J'ai connu cette époque. Ouais. Et je demandais, mais papa n'a pas écrit, maman, papa n'a pas écrit. Mais la plus belle histoire, c'est lorsque mon père, parce que je ne connaissais pas mon père, puisque j'avais 13 jours quand mon père est parti à Toulon. Je l'ai rejoint, j'avais 2 ans et demi. Et un jour, il frappe à la porte. Je regarde. Un étranger, quoi, pour toi. Ouais. Je dis, mais maman, il y a un monsieur qui est devant la porte, je ne le connais pas, qui c'est? Il ouvre la porte. Maman ouvre la porte, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, sauf que mon père est habillé en civil. Ma mère m'a appris à embrasser et à aimer. Je t'ai amené, j'ai fait la photo. Non, on va voir, peut-être, elle a les documents, oui. Habillé en militaire, tout de blanc vêtu, avec des chaussures blanches. J'adorais cette photo. J'embrassais mon père régulièrement tous les soirs et tous les matins, vêtu de blanc. Et à chaque fois que je vois un homme comme ça, vêtu de blanc et des chaussures, je tombe presque amoureux. Je suis en Oedipe presque. Alors, justement, Michel, non, mais on va, là, ce sont des petits. Tu sais que le blanc, ça faisait, tu avais parlé des gars comme Francisco, tout ça. Ces gens-là s'habillaient en blanc. Et ça te fascinait également. Ah oui. Ce style-là, quoi. Ah oui, c'est l'homme en blanc, c'est beau les hommes vêtus de blanc. Bon, je veux pas te parler du pape, de Jean-Paul II, l'homme en blanc. Mais bon, si tu veux, j'ai une fascination pour cette couleur, oui, c'est vrai, ce qui est la couleur de la virginité, la beauté, la fraîcheur. Ouais. Alors, on poursuit. Alors, tu m'as parlé de tes études à l'IAM, etc. Tu es à l'origine, en matière d'éducation nationale, évidemment. Tu es une classique ou une moderne? Tu es une littéraire ou une scientifique? Comment tu te définis? Je ne suis pas du tout scientifique. Je me définis comme une littéraire. Oui. Comme quelqu'un qui aime lire, qui aime regarder des pièces de théâtre. Je t'ai envoyé peut-être aussi des photos avec Joseph Zobel, l'auteur de Rue Cazenec et autre chose, qui était un ami de la famille et qui est le parrain. Oui, il est là, tiens, il est là, avec papa et maman sont là. Avec Joseph Zobel, oui. Et juste à côté, nous le fréquentions beaucoup quand nous étions en métropole et en Martinique aussi. Rivière-Salée. Rivière-Salée. C'est quelqu'un, Joseph Zobel aussi. Alors, on poursuit. Là, tu passes ton bac, un bac littéraire, évidemment. Oui, bien sûr. Et alors là, philo. Le côté professionnel... 18 en philo. 18 en philo. Tu te destinais à quoi? Tu avais quand même déjà des objectifs à long terme. Qu'est-ce que tu voulais faire? Ou tu l'as fait? Institutrice, professeur? J'ai été institutrice, j'ai été institutrice à Desrochers. Tout de suite après le bac, je me suis dit, pour gagner un petit peu d'argent, et ensuite je suis partie en Guadeloupe. J'ai fait lettres, j'ai fait espagnol, j'ai fait duel, diplôme d'université et études littéraires, les 2 premières années. J'étais avec Gilbert Pagot. Ouais. Il faisait histoire, Gilbert. Oui. Moi, je faisais... Bon, il est plus âgé que toi. Oui, c'est pas la même promotion. Je le connais très bien. Voilà. Et puis, il y avait Louis-Georges Placide. On était toute une équipe de jeunes. On s'amusait, on dansait, on allait à la plage. En Guadeloupe, Ça, c'était en Guadeloupe. Et après, je suis partie en métropole pour continuer. Mais ce qui m'intéressait... Je faisais des études parce que papa et maman étaient très stricts et ils disaient... Il faut quand même, Michel, que tu aies un bagage, mais tout ce que j'aimais, c'était le cinéma. Mais le cinéma, à cette époque, n'avait pas de noir. Mais justement, c'est l'époque... On retombe sur la même histoire qui c'est l'époque des salles paroissiales, etc. C'est l'époque de Charlton Heston, Ben Hur, etc. Et voilà. Alors tu regardes ça, mais c'est l'époque Sophia Loren... C'est l'époque aussi de Cathy Rosier.
Cathy Rosier. Oui, le samouraï. Le samouraï de Jean-Pierre Melville. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, je l'ai vu et je l'ai revu. Et cette fille, malgré ce talent... Et alors, le problème avec Cathy Rosier, c'était elle était en rivalité avec Brigitte Bardot. Ouais. Donc on s'est De belles dit, femmes. est-ce qu'on prend une blonde, une blanche, ou est-ce qu'on prend Cathy Rosier, ou est-ce qu'on prend... Marpessa Down dans Orfeo Negro. Marpessa Down, je l'ai rencontrée. Marpessa Down criait à la NPE des artistes, parce qu'il m'est arrivé d'aller à la NPE aussi. Elle disait « Orfeo, où es-tu » Elle avait perdu la tête. Perdu la tête parce que le cinéma peut te rendre fou. C'est une euphorie, hein, tu entres dans une autre dimension. Oui, dans mais une autre quand dimension. tu es faite pour quelque chose, tu vois, regarde un peu celle qui sculptait Rodin, la femme de Rodin. Ça l'a rendue folle de ne pas pouvoir sculpter. On l'a terminée dans un asile de fous. Regarde un peu tous ceux qui ont un talent fou et qui sont des Mustangs et qui n'ont pas de pré pour courir. Tu vois, et elle était belle, mais d'une beauté. C'est la plus belle femme noire que j'ai vue. Hein. Autant je te parle d'Harry Belafonte et de Marius Trésor. Je t'ai pas parlé de Marius. Ah bon? À tomber. Ben, j'ai envoyé la photo. Elle a la photo. Ah, regardez. Tu vas pas me dire, tu allais au match voir, tu allais au Vélodrome voir J'allais Marius, au quoi. Vélodrome, j'allais voir tout. Et on était invités, les présentatrices télé, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la Ouais, mais télé. on y arrive, là, justement. On y arrive. La présentatrice télé était une star. On était des vrais stars, invités dans tous les VIP, cocktails, ouais. VIP, tous côtés. Il n'y avait pas beaucoup de Martiniquaises. Hein? Il n'y en avait pas. Et on était invités sur les stades. Et alors, voir Marius Trésor prendre sa douche, j'ai vite tourné la tête. Parce que Tu as vu quelque chose qui t'a... la tête me tournait. Non, je n'ai vu que de dos. Hein. Je n'ai vu que de dos. Et c'était un homme, et puis un homme une véritable belle nature, un homme poli. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez qu'elle a le sens de l'humour, le parcours est très, très, très riche. Alors là, nous allons justement arriver dans cette... Tu m'as dit que tu étais déjà à l'époque présentatrice de télé. Ta carrière en audiovisuel, raconte-nous ça. Ma carrière dans Tu as commencé où? l'audiovisuel, je suis la seule femme médiatisée qui est aussi bien connue en Martinique qu'en métropole. Puisque j'ai commencé ma carrière ici. Oui, je me souviens. Enfin, j'étais petit bonhomme, quoi. Ouais. Tu étais Tibolom, mais pas si Tibolom qui ça. Mais je t'ai donné. Redonne-moi Oui, ce petit bout de papier-là. Laquelle dis-le sera... toi-même. Il y avait le concours. Laquelle sera notre téléspeakerine, alors des jeunes filles, etc. 2500 filles. Ouais. À Clérière. 2500 filles. On demande, il y a un concours, on fait passer sur les ondes radio, on dit quel jour il faut qu'on vienne se présenter à la station. Là, j'ai rencontré la jeune Zane Palsy qui allait au montage voir Michel Vilstec. Ouais, Michel tu te Vilstec, rappelles oui, de directeur artistique. Directeur. Un musicien aussi, hein, Très bon musicien. Compositeur, ouais. Très, très bon. Et alors, et on disait, tous les soirs, on présentait aux Martiniquais une présentatrice différente, avec un type différent. Il y avait même une métro. Catherine, Oui, regarde. ouais. Il y avait même une métro. Myrtha. Il y avait Myrtha qui ressemblait à notre Miss, à Axel René. Axel René. Oui, Ouais, belle femme. belle boule, Et il y avait, voilà. Et on dit, après, on a dit aux Martiniquais, maintenant qu'on vous a présenté les 6 filles, vous choisissez celle que vous voulez et par carte postale. Il y aura un dépouillement. Un vote, quoi, comme une Comme Miss un Monde, vote. ouais. Il y a eu un dépouillement d'huissier et on leur a dit la personne qui se rapprochera du nombre exact de votes. De votes, oui, voilà, oui. gagnera un téléviseur. Mon téléphone. Une télé à l'époque, c'était le must, quoi. C'était le top du top. Et on était dirigé par une jeune femme qui ressemblait à Elizabeth Taylor. C'est une belle femme en pays, hein, qui était Madame Eddie Edouard. Oui. Yolène Darnis, Yolène Eddie Edouard, voilà. Et ensuite, donc, c'est le vote, le vote martiniquais. Je tiens à le dire. C'est pas pâté ni piston, pâté ni coucherie. C'était un vote avec huissier. Voilà. Je suis rentré par concours en Martinique. Je suis rentré par concours à Antenne 2. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on va faire une petite mise au point. Nous sommes dans les années 60. L'ORTF, l'Office de radio-télévision française, etc. Et Michel Maillet, donc, qui devient un personnage public, puisque tous les soirs,
on te voit, Attends, dans les années 60, j'ai 12 ans. Hein. Non, En 1968. 68. Quand il est dans les 60, 68. C'est ça, pour l'ORTF. Ça couvre 10. Oui, j'ai commencé par l'ORTF, ensuite c'était FR3, ensuite c'était RFO, ensuite c'est Martinique Première. Il y a eu plusieurs et j'ai connu tous les journalistes, j'ai connu des mecs de classe. Hein. Attention, Eddie Edouard, c'était un monsieur. Hein. Tous, les grands messes. Il y avait François Hénica, il y avait Argentin, les frères Argentins. Il y avait un autre ami, il m'a appelé récemment, j'ai oublié son nom, un autre très grand, mince. Dis-moi son nom, tu vas le trouver. Alors tu avais par la suite une autre génération avec Nagou, tout ça, ils sont arrivés. Non, bien après. Avant. Celui qui faisait les avis d'obsèques aussi. Les obsèques de Vaval, machin. Argentin non, c'était pas Argentin. On trouvera. Bon, d'accord, on va trouver. Ouais. Oui. Donc tu entres mais la télé speaking, elle est perçue comme quoi à l'époque? Parce que tu as la journalienne, déontologie, etc. La télé speaking, on va dire, c'est un gadget, c'est une sorte d'animatrice, ton rôle même. En tant que téléspeaker, parce que comme ça n'existe plus maintenant... C'était animatrice plutôt, et on était très très bien considérés, on était enviés, et on était très bien reçus partout où nous allions, et c'était Raymond Calixte. Oui, Raymond Calixte, c'est lui qui fait les avis d'obsèques. Il y en avait un autre aussi, voilà. Et puis il y a Georges Montout que t'as... Non, Georges Montout était en radio, uniquement en radio. Mais c'est la même époque. Georges Montout, peut-être un peu avant moi. Un peu avant toi, moi je suis arrivé en 73 à RFO Martinique. Giraud, oui, Gérard Ambroisine, plutôt monteur. Et puis il avait des émissions radio, Giraud. Tidédé. Et puis il y avait aussi un monsieur qui me dit, mais maman, il n'y a pas vieille pièce, Alcindor. Maurice Alcindor. Un bijou, Maurice Alcindor. Un bijou de fantaisie, oui. Donc, si tu veux, il y avait ces journalistes et qui nous considéraient très très bien. Il n'y avait pas de... Il y avait presque une arrogance. Hein. C'était les messieurs de la télévision. C'est des boss. Oui. C'est Bernard Régis. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard Régis. Attention, grande figure. Hein. Oui. Voilà. Alors on continue. Donc tu te fais un nom en Martinique, tout le monde c'est là. Et puis alors là, la carrière évolue et à un certain moment, on ne te voit pas, il semblerait que tu as gagné la métropole, enfin la France, etc. C'est ça. Parle-nous de cette expérience dans l'audiovisuel en France. Je suis partie suivre mon mari et je me suis dit, oui, c'est pour ça, voilà. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, amène-moi visiter Cognac-G. Et je vais à Cognac-G, les studios de Cognac-G, et là je tombe sur Claudie Leméré qui me dit je donne ma démission parce que moi je suis amoureuse à Marseille et je veux vivre à Marseille avec l'homme que j'aime, et elle donne sa démission et je lui dis Claudie, je vais prendre votre place. C'est elle qui t'a ouvert la porte quand même. Elle m'a pas ouvert, elle m'a donné le tuyau. Ouais, le tuyau, on va dire ça comme ça. Et on fait un métier de relation. Si personne ne vous aide, vous n'y arrivez pas. D'ailleurs, je dis que dans ma carrière, il y a 2 personnes qui m'ont aidé. C'était, comment il s'appelle, l'homme politique très connu de notre Martinique. Je l'ai dit. Il était quoi, maire, conseiller, député? Il était maire, conseiller, Rivière-Pilote. Oui, Marie-Jeanne, Alfred Marie-Jeanne et France Zobda. Ah oui, Alfred Marie-Jeanne, il a dit je n'aime pas le mépris parce que quand mes parents sont tombés malades, j'ai décidé de revenir travailler en Martinique. J'ai écrit à tout le monde, j'ai voulu, parce qu'à présent on parle des 2 suicides. Vous croyez que les gens sont gentils? Vous croyez qu'on m'a ouvert la porte? Voici papa et maman, nous sommes à l'opéra. Vous croyez qu'on m'a laissé rentrer comme ça? La porte était fermée à double tour. Hein. Et ce qui me fait de la peine, c'est que le Martiniquais lambda me rencontre dans la rue, le Martiniquais. Mais il connaît le visage, tu sais Et n'arrête pas de me dire, ou pas les retourner dans le pays, ou payer à trop petit bao, ou pas les... Je souffrais en me disant, mon Dieu, s'il savait le nombre de demandes, le nombre de personnes, le nombre d'hommes politiques, le nombre de lettres, le nombre de... Je veux le dire, parce que les Martiniquais croient que j'ai pas voulu tellement Michel Maillet, t'es tellement bagaille. Je me suis battue pour revenir. Ben, j'ai trouvé personne à part Monsieur Marie-Jeanne qui a écrit et qui m'a aidé, et France Zobda pour le cinéma. Alors, on a également des noms. Des noms de personnes pour qui, n'est-ce pas, tu as beaucoup d'admiration et que tu souhaiterais
voir au Panthéon. On a par exemple Raphaël Élysée et le capitaine Pierre-Rose. Alors pourquoi ces deux personnes-là, ces personnalités-là, t'ont interpellé comme ça? Ces personnalités m'interpellent parce que M. Badinter, qui a donné sa vie pour que la peine de mort, soit abolie, il a très bien fait. Mais nous avons, nous, des hommes qui se sont battus, qui ont donné leur vie. Monsieur Raphaël Élysée, premier maire de France, qui a été déporté. Alors, de retour à Sablé en 1940, il fut destitué de ses fonctions de maire par les nazis en raison de la couleur de sa peau. Et tu sais que mon livre, L'Étoile Noire, parle justement, avec une préface de Madame Simone Veil, hein, quand même. Je suis la seule martiniquaise. Et si je le dis pas, personne ne va le dire, parce qu'on m'invite dans aucune émission, dans rien, ni en radio, ni en télé. C'est toi, Michel, et je te remercie. Parce que et Zouk TV, évidemment. Et Zouk TV, voilà, surtout Zouk TV. Et je peux dire un certain nombre de choses, mais quand le livre est sorti, oui, j'ai fait toutes les télés, d'accord, mais je n'ai jamais pu longuement parler. Alors, destitué de ses fonctions par les nazis en raison de la couleur de sa peau, dénoncé pour ses activités de résistant en 1943, il fut arrêté et déporté à Buchenwald, où il mourut quelques semaines avant la fin de la guerre, en février 1945. Cet homme mérite le Panthéon. Mais il n'y a pas que lui. Il y a le capitaine Pierre-Rose. Il y a le capitaine Pierre-Rose, qui est enterré à Sainte-Thérèse. Je vais lui mettre des fleurs. Le capitaine Pierre-Rose, c'est un monstre de résistance, un monstre de bataille, de ténacité. Il avait fondé un réseau de résistance qui s'appelait Fort-de-France. Le maquis s'appelait Manfred. Et il a fait jusque ce que les nazis l'arrêtent. Il mesurait à peu près presque 2 mètres. Et les nazis eux-mêmes, ceux qui l'ont arrêté, ont dit cet homme était un grand homme. Un très grand homme. Et il n'est pas au Panthéon? Monsieur le préfet. Comment il s'appelle encore le préfet? Notre nouveau préfet? Monsieur le nouveau préfet de la Martinique. Celui qui est là et celui qui peut-être va venir. Faites quelque chose pour qu'il rentre au Panthéon. Alors, Raphaël Élysée donc, et le capitaine Pierre-Rose, donc 2 personnalités, comme le disait Michel, qui ont absolument le droit d'être au Panthéon. Il n'y a pas que Joséphine Baker, que j'ai beaucoup aimé, que je connais bien. Si. Quand Michel Drucker m'a invité à Champs-Élysées, j'avais choisi « J'ai 2 amours, mon pays et Paris ». On te voit là, par exemple, avec Michel. Là, on me voit avec Michel Drucker, là, oui. Là, c'est pour mon livre. Par exemple, à Joséphine, justement, à Baker, tu sais qu'on lui a fait un honneur particulier puisque son effigie figurera sur des pièces. C'est quand même un avantage. Pas elle seule, hein, Simone Veil, etc. Et Marie Curie. Ouais, Marie Curie. C'est énorme. Non, mais c'est quand même énorme, ça. Ouais. Alors, pendant des décennies, les gens vont voir l'effigie de Joséphine Baker. Ah, c'est très, très bien. Elle avait adopté 12 enfants. 12 enfants, c'est une résistante, attention. Grande résistante. Elle couillonnait les nazis, elle allait boire à leur table, elle allait chanter. Pendant ce temps, elle était dans la résistance. C'est quand même quelque chose. Hein. Et elle était belle, elle était bien foutue. Ah, oui. Même si elle dansait avec ses bananes, et alors, moi, ça me gêne pas. L'écriture, même, tu vas pas nous parler quand même. Cette passion que tu as depuis l'enfance, ça se concrétise par des romans. Alors tu as commencé à écrire réellement, à produire, n'est-ce pas? Depuis quelle année? Mais je prends du temps pour écrire, tu sais, je prends mon temps. Je suis pas quelqu'un de prolifique. Qui a besoin. Livraison, allez. Voilà. Et le livre, tu le verras, les Antillais vont le voir. Il est traduit en italien, il est traduit en allemand, il est traduit en tchèque. Il est traduit en tchèque parce que Aimé Césaire a écrit Cahier de retour au pays natal que je relis d'ailleurs. Oui. Ah non, c'est un livre de chevet, ça. Un livre de chevet, c'est le livre de chevet d'Obama. A traduit, a écrit ce livre dans une petite île qui s'appelait Martinique. Alors, les Tchèques aiment beaucoup la Martinique. Donc, mon livre, oui. Tu peux montrer la jaquette des livres, tu les as? Je les ai, je te l'ai envoyé. Oui, Manuela, si tu as les jaquettes, on peut les passer également. Passe les jaquettes de tous mes livres. Les jaquettes de tous les bouquins, on est en pleine littérature, là. Oui, et alors là, voilà. C'est très, très, très important. Voilà, regarde, là, il est Là, il est là en tchèque. Là, il est là en tchèque, là, il est en italien, là, il est en livre, là, il est pour les non-voyants, là, il est en livre de poche allemand. Voilà. Là, ça, c'est les croisières paquets. Voilà. Là, il est en livre de poche junior, ça, c'est adulte.
Et là, c'est Amazon. Alors, Parce que quelqu'un qui crée un salon du livre a dit que je n'avais pas d'éditeur. Alors, mais justement, je n'ai même pas été invitée. Je ne comprends pas. J'ai rien compris du tout. Je suis l'une des Antillaises qui a le truc. Mais non. On a fait un trou de mémoire. Un trou de mémoire, on va dire. Hein. Elle a fait venir cette personne beaucoup d'auteurs d'ailleurs, mais l'auteur d'ici et d'ailleurs. Je suis d'ici et d'ailleurs. Niet. Mais c'est comme ça. Mais est-ce que tu te sens frustré? Est-ce que vous n'y en complexe par rapport à Bagaïta là pour dire mais qui ça m'en fait yo? Un gars de la manière m'a rayonné et c'est mon nom qui a fait qu'on se dit quoi. Je trouve que ce n'est pas correct. C'est un manque de correction. On doit passer par les aînés. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'écrire un livre et de ne pas donner les références des aînés. Si je te dis, quand mon livre L'Étoile Noire, j'ai commencé à l'écrire, je l'ai amené à 100 éditeurs. Sur les 100 éditeurs, 20 m'ont répondu « Oui, on édite votre livre ». Plusieurs m'ont harcelé. Le premier livre, « Bonsoir, fête de doux rêves », un éditeur est sorti de Suisse, m'a téléphoné et m'a dit « Je veux vous éditer, Madame Maillet ». Il m'a, avec une enveloppe, avance sur recette. Il m'a payé en avance sur recette. Est-ce que tu connais beaucoup d'Antillaises? Dans le livre, on n'a même pas parlé du dernier, qui est préfacé par David Macaire. Ouais. Une excellente préface de David Macaire. Beaucoup d'Antillaises... Tu parlais du rayonnement de tes œuvres, quoi. Tes œuvres littéraires, quoi. Ouais. C'est ça, qui soit... Oui, dans le monde entier, parce que j'ai remarqué que tu les traduis... Et l'éditeur, à chaque moment, enfin, c'est... Traduit et vendu, et beaucoup d'Antillaises dont le livre est sorti en 1990, réédité en 2005, réédité par plusieurs éditeurs. Il n'y en a pas beaucoup, je suis la seule. Et je suis invitée nulle part. C'est comme ça, c'est comme ça. Parce que peut-être je traîne une vieille image d'une fille qui aurait été à droite dans le lit de Giscard. Je n'en sais rien. Tu as entendu de cette histoire-là? Non, mais justement, je ne voulais pas encore arriver. Toutes les Antillaises qui réussissaient en France, on a dit la même chose de Cathy Rosier, qu'il n'a jamais rencontrée. On a dit la même chose de Sylvette Cabrisseau, qui est la première présentatrice. Ce n'est pas moi, c'est Sylvette Cabrisseau. Et toutes les filles qui réussissaient... Tu te rends compte le machisme? Ouais. Il fallait qu'elle soit aidée par l'homme politique de l'époque. Dans les plus hautes sphères, mais évidemment. Alors, dans les plus hautes sphères. Et c'était faux, je ne l'ai même jamais vu, jamais rencontré. Mais... Est-ce que c'est ça qui fait qu'on m'invite dans rien, on me propose rien, alors que je reçois encore régulièrement un certain nombre de cartons d'invitation de tout? Je suis invitée dans tout en France. Ouais. Alors justement... Alors que j'habite en Martinique depuis 3 ans. Dans ton pays... On ne reconnaît pas tout ce que tu as déjà fait, ça te crée quand même une certaine amertume. Donc, c'est pas que tu ne vas pas arriver jusqu'à en vouloir totalement, mais ça t'a fait quelque chose quand même. C'est pas une amertume. Une déception, quoi. C'est pire que ça. C'est une interrogation, parce que je ne suis pas la seule dans le cas. Nous sommes pléthores d'Antillais à faire des choses ou avoir fait des choses dont on ne parle pas. Et si tu n'es pas invité, c'est pas moi qui vais prendre mon téléphone. Eh bonjour, tu m'invites sur ton plateau? Eh bonjour, non. Laurent Delahousse, je l'ai au téléphone quand je veux. Tous les... Voilà. Tu vois, j'ai pas de problème pour avoir les gens. Ici, pour avoir quelqu'un, maman, c'est un président de la République. C'est très complexe, tu vois. Voilà. Alors, entre-temps, bien évidemment, c'est un constat que tu fais, bien évidemment, et puis tu as d'autres passions, tu mûris, tu grandis en âge, etc. La littérature, c'est pour toi une passion. Ouais, maintenant, actuellement, c'est mignon ce que tu veux encore produire. Ouais. Tu grandis en âge. C'est mignon. Mais on peut grandir en taille aussi. Mais ça ne me préoccupe pas vraiment, tu vois. Je suis tout à fait attirée par des gens qui ont entre 25 et 80 ans, tu sais. Je ratisse large. Mais Michel avoue quand même, autre temps, autre mœurs, on est entré dans un autre cycle. Oui. C'est que maintenant, les valeurs ne sont plus les mêmes. Même le regard féminin, il a changé. Même ce que tu vois, les critères même de beauté. Maintenant, il faut avoir une belle poitrine, etc. Tu attribues ça à quoi? C'est un phénomène mondial. On nous façonne, quoi. Il y a fait nous, ça y est, nous, quoi. Oui, mais je crois qu'aux Antilles, on fait... Ah oui, là, elle est très belle, cette photo. C'est une photo faite par Christian Coigny, un journal... Il y a un petit côté coquin, un petit regard droit, espiègle. Oui, ça, j'aime beaucoup cette photo. Alors, je parlais des critères de beauté maintenant. Les critères
critères de beauté, les gens ne se trompent pas, les critères de beauté restent les mêmes. Même s'il y a le corps est différent. La plastique, évidemment, ouais. Mais même si, voilà, non, mais... Et puis choisi, et puis au contraire, on peut aimer des femmes très maigres, des femmes très grosses, Ben, des femmes... Oui, c'est pas... Moi, les goûts et les couleurs. Moi, ça ne se discute pas. Je voudrais revenir sur le cinéma français. Le cinéma, oui. Ah oui, parce que ça, c'est mon amertume. C'est ce que je vraiment... bon, maintenant, tu as eu des déceptions à ce niveau-là? Ah oui. J'allais même sur des castings où ils demandaient des blondes, des blanches. Je me dis, bon, peut-être, on ne sait jamais, en me voyant. Ah oui, j'allais sur tous les castings. Parce qu'il faut connaître les castings, il faut savoir où ça... Voilà. Mais le problème, c'est que le metteur en scène lui-même ne conçoit pas la scène avec une noire. Maintenant, ça a changé, parce qu'il y a des metteurs en scène, des producteurs, et on s'aperçoit que vendre du noir, maintenant, c'est bankable. Tant que c'était pas bankable, tu n'avais aucun rôle. N'oublie pas que tu as les Américains qui ont annoncé la couleur, maintenant tu as des monstres du cinéma qui sont des blacks, hein, là. Alors, heureusement. Ouais. Et parfois, je dis que j'aurais préféré que le bateau de négrier se soit arrêté en Amérique, plutôt qu'en Martinique, ou plutôt que... Voilà. C'est dur, hein, ce que tu dis là. Ce que je dis est dur, parce que tu as plus de chances. Tu te bats. Si tu es sur place, tu as plus de chances de réussir. En Martinique, ou dans certains endroits, c'est... Ou alors on te dit, pour réussir, il faut partir en Amérique. Mais moi, j'ai pas envie de partir en Amérique. Tu n'as jamais séjourné en Amérique, aux États-Unis? Oui, j'ai séjourné en Pennsylvanie, quand mon livre... Je suis dans toutes les universités américaines qui ont des cours de français. Je suis invité. Faire des conférences, etc. Ici, j'ai été invité par Monsieur Josse, j'ai été invité par des bibliothèques, mais pas autant que des endroits où je vais, parce que Madame Kolinka, 99 ans, la mère du guitariste de téléphone, elle fait des conférences tous les jours dans une école différente. J'aimerais bien, mais non. Mais parler des Noirs, parce que pourquoi faire une conférence? C'est pour parler des Noirs déportés dans des camps de concentration. On m'a même répondu, les Noirs déportés n'intéressent personne. On a même répondu à France Zobda qui a fait un boulot colossal. Et France, je te remercie et tu le sais, tu le prends comme tu veux, mais manque pas les duos. Hein? France, elle a fait un synopsis, elle a tout fait, elle a payé un producteur, elle a payé un réalisateur, elle a payé des gens, elle est venue chez moi, je suis venu chez elle pour qu'on puisse présenter un projet à France Télévisions. France Télévisions frileuse a dit que ça n'entrait pas dans sa ligne de projet. Alors ça va rentrer quand? On a fait sur les homosexuels, on a fait sur les enfants anormaux déportés, et on ne fait pas sur les Noirs déportés? Pourquoi? Je voulais t'interpeller sur justement une personne également qui a fait un travail énorme, et je pense, enfin on la reconnaît, Eusanne Palsy, ça te dit quoi? Eusanne Palsy, bien sûr, je crois que tu parlais de Sandrine... l'historienne d'Hamilton, comment elle s'appelle encore? Sabine Adrivon-Milton, c'est ma collègue. Elle fait un travail. Non, c'est pas. Non, parce qu'elle a encore une marge. C'est pas fini. Attention. Elle a une marge. Eusanne. Je trouve que Eusanne se repose beaucoup sur Rue Cazeneuve. Elle se repose trop sur Rue Cazeneuve, ce qui est très bien, hein, attention. Rue Cazeneuve, c'est... Lyon à Venise, etc. C'est de mon ami Joseph Zobel. Hein. Lyon d'or à Venise, Darling Legitimus aussi, et tout. Mais on attend la nouveauté. Oui, mais n'oublie pas qu'elle a fait une saison blanche et sèche, adaptée, etc. D'après le livre d'André Brink. Ça a eu elle a eu des problèmes avec ce film-là. Ça, je savais pas. Mais quel film! Marlon Brando, elle a fait aussi un autre film martiniquais avec Cassave, le groupe de Jocelyne Dewa. Voilà. Cassave, oui, elle a fait un film avec Cassave. Oui, elle a fait aussi sur la mémoire des hommes qui ont survécu durant la Seconde Guerre mondiale et tout. Enfin, ça, c'était un documentaire, c'était pas un film. Mais maintenant, moi, j'attends d'Eusanne, je le lui dis, et elle le sait, j'attends d'Eusanne un nouveau film complètement différent de ce qu'elle a fait, mais dans la continuité de la qualité de ce qu'elle fait, et je ne vois rien venir. Voilà. Donc, on arrivait dans les dernières minutes de l'émission. Enfin, il nous reste encore à peu près 8 à 10 minutes. Oui. Alors là, tu vas nous parler également de cette actualité. Tu constates qu'actuellement à la Martinique, ou pas te connaître ça, et maintenant tu vois que la situation est tendue. Alors là, c'est un regard, nous pas qu'à faire politique. Hein. Est-ce que c'est une société qui évolue
vers la bonne sortie, ou alors est-ce qu'il y a une société où il y aura encore des problèmes? Notre pays, la Martinique, là. Ces jours-ci, alors là, tu peux... Je pense qu'à chaud, on ne peut pas parler à chaud. Il faut prendre un certain recul, mais il y a un ras-le-bol dans plusieurs domaines. Et nos hommes politiques doivent prendre ça très au sérieux. C'est à eux. Martinique, c'est à nous, d'accord, mais c'est à nous de nous positionner sur Martinique, c'est à nous, mais surtout pas sur la violence. Ce n'est pas possible. C'est pas une solution, ça. Ouais. Ce n'est pas une solution. Mandela disait que le véritable héros, c'est celui qui amène la paix. Ce n'est pas celui qui est dans la violence. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas se mettre... Parce que la Martinique est petite. Tout le monde sait où tout le monde habite. Ça peut s'embraser en quelques secondes. Ça commence par Fort-de-France, après ça va aux Trois-Îlets. Aux Trois-Îlets, c'est une affaire de famille qui est mal réglée et qu'il va falloir voir de très près qu'est-ce qui se passe exactement. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Pourquoi notre société est ainsi? Parce que c'est un vent international qui court. Regardez les Black Box en France, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Inde, en Chine, partout. Mais il faut le dire, excuse-moi Michel, mais qu'il y a un retour des dictatures, hein, des pouvoirs forts. C'est très délicat ce qui est en train de se passer là, cette mutation vers un extrémisme, quoi. Ouais, ouais. Il y a un changement sociétaire et il y a un changement doublé d'un changement climatique. Et souvent les gens... ça joue hein, également, évidemment. Mais ça joue énormément, les forces telluriques et tout. On est dans un pays volcanique, les gens sont voilà. Toutes ces pluies qui s'abattent brusquement et qui font en alternance des saisons de sécheresse, cette alternance eau, soleil, tout ça. Et un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Tu vois? Un cahier. Eh oui. Par contre, il y a ce proverbe amérindien que j'aime beaucoup, parce que nous sommes tous la tête de notre histoire antillaise, ce sont les Indiens, l'Amérindien. Et ensuite, il y a un syncrétisme qui s'est passé, parce que les Blancs et les Africains sont arrivés en même temps, ensuite les Chinois et les Indiens, mais au début, il ne faut pas faire abstraction de cette force des Amérindiens dans notre histoire spirituelle, intellectuelle. Il faut revenir. Il faudrait faire une route et penser aux Amérindiens où ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais dans toute la Caraïbe. Mais on ne parle pas du génocide amérindien du tout, oui. Même en Amérique. On n'en parle pas. C'est les Amérindiens qui ont fondé l'Amérique, hein, finalement. On n'en parle pas, c'est occulté. On fait. C'est quand même inquiétant, ça. Laurence, elle en pleurait en disant qu'elle était Caraïbe. Elle insistait sur ça. Tu as des traits un petit peu, oui, en fait. Tout le monde me le dit. Oui. Et c'est très... c'est dommage, quoi. C'est dommage que l'on parle que d'un côté et que l'on arrive, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais mettre de côté l'esclavage. Hein. L'esclavage, c'est massif. Voilà, c'est là. Mais il y a aussi l'apport amérindien, et j'y tiens beaucoup. Ouais, tu y tiens. Alors là, on va voir également, tu vas certainement aimer ça, le côté nature, le côté plante. On a traversé une période du Covid, etc. Tu as également bénéficié de ça lorsque tu étais enfant. Donc, quand il faut anti atomo, tu es très attaché à la terre, aux plantes. J'ai planté des atomos chez moi. J'ai aussi... Tu as eu ton jardin, J'ai mon petit jardin créole. Et j'ai surtout, pas du paracetamol, hein, ça sent, tu sais, une petite plante que tu... c'est une petite feuille ronde, et puis c'est pas de l'aspirine, mais je vois. Tu la connais. Hein, voilà. J'ai du gros thym, j'ai du basilic, j'ai du brisé, j'ai de la citronnelle, j'ai mon petit jardin créole, mais côté cuisine, le jardin créole, il est valable aussi, évidemment. Il est côté cuisine, oui, voilà. Toi, tu cuisines, à qui le ton cuisinière, là? Ah, mais moi, je cuisine, hein. Je cuisine beaucoup, je fais beaucoup de choses. Hein. Sérieux? Oui, sérieux, je vais t'inviter. Je vais inviter l'équipe de Zouk. Ah oui,
je fais beaucoup de cuisine créole. Je mets beaucoup de curcuma. Curcuma, ouais. J'ai le petit plan de curcuma. Ouais. Oui. Tu as un petit côté indien aussi, hein, toi, enfin, Oui, tout le monde me le dit, hein, côté asiatique, côté indien, mais c'est l'histoire de la Martinique. Hein. Le syncrétisme. Un syncrétisme physique, intellectuel, religieux, c'est merveilleux. On va parler de musique un petit peu, on a déjà parlé de cinéma, etc. Musique. Quels sont tes goûts musicaux? Tu vas du classique au zouk, tu vas de la salsa Qu'est-ce que tu aimes? Ou tu aimes danser là où t'es jeune? Ah oui, énormément. Mais attends, on m'a pas trop vieilli encore, on m'a qu'à danser encore. Moi, il manquait que... Tu as dansé toujours? Oui, je danse. Alors, les goûts musicaux, ouais. Alors, mes goûts musicaux, évidemment, j'aime Jocelyne Berroir, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est un incontournable de chez nous. On ne peut que aimer cette jeune femme. J'ai beaucoup de photos, hein, si on montre avec l'ambassadeur du Burkina Faso, nous sommes au Salon du Livre à Paris. Ouais. Et je fais la promotion du livre de, comment elle s'appelle, de Simone Schwarzbart, Hommage à la femme noire. Voilà, nous sommes là. Elle est toute jeune, on est en pleine promotion. Et puis j'ai fait tous les salons du livre. Hein, alors quand je vois que les salons du livre, 2 salons du livre passent sur moi, je ne suis pas invitée, et que j'ai fait tous les salons du livre, et je continue à faire tous les salons du livre en France, je me dis, ni en bagaille qui pas qu'à fonctionner, ni en jalousie, ou bien ni en bagaille qui pas qu'à aller là. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc là, nous sommes au salon du livre. Je suis avec Jocelyne, avec France et Jocelyne, et quand elle a fait la promotion de ce très beau film qui passe tout le temps, Meurtre à la Martinique. Hein, tu as dû me voir dedans. J'ai un tout petit rôle, parce que France s'est rappelé que lorsqu'elle est venue en France, moi je me rappelle la première fois où j'ai vu aussi l'une des plus belles femmes au monde, c'était France Zobda à 16 ans. À 16 ans, France Zobda, Canon. Elle a les yeux hectachromes, 5 couleurs dans un œil, 5 couleurs dans l'autre. Ça a fait son charme, hein, des reflets, les gens... Et sa grand-mère s'est approchée de moi. Sa grand-mère m'a dit, veillez un lait, hein, m'en maillé. Ah bon? J'étais toute jeune mariée. J'étais à la télé, je venais de commencer, et elle était là. C'est ta fille protégée. Ouais. Elle m'a dit protégée, et jusqu'à présent je le fais. Et France s'est rappelée, et quand elle est venue en France, je l'ai amenée à mon premier cours d'art dramatique avant qu'elle ne soit chez Florent, au cours Florent. Moi j'étais déjà au cours Charpentier à Studio, je te l'ai montré, j'ai envoyé les photos aussi. Elle s'en est rappelée, et elle s'en est rappelée pour m'aider. C'est pour ça que je te dis, et Alfred Marie-Jeanne, lui, il a écrit à tout le monde. Il a fait ce qu'il avait à faire en tant qu'homme politique, et elle, dans l'artistique. Ce sont les 2 seules personnes. Ouais. Alors justement, tu as insisté, parce que là, tu as insisté là-dessus, d'ailleurs, tu vas nous lire un extrait de texte à la fin de l'émission. Nous, les Antillais, etc. Nous, toi, tu fais du cinéma, celui-là, etc. Mais à chaque fois, il y a un mot qui revient, c'est la jalousie. Alors, mais là, tu secoues la tête, mais c'est une triste réalité. Comment, il t'a l'engêne, nous, pas ni moyens, complot nègre, c'est complot chien, comment nous y est là? Donne-moi tes impressions là-dessus. Sans t'avancer trop, hein, si tu as des... Si, je pense que parmi les séquelles de l'esclavage, il y a cette séquelle-là. Bon, c'est déjà dans l'homme. L'homme est ainsi fait. Mais en plus, tu sais, pendant l'esclavage, il y avait celles qui avaient la peau plus claire, qui avaient les cheveux plus clairs, qui avaient le truc que le maître préférait. Parmi le nombre de viols, un certain nombre de choses, de petits garçons et de petites filles, et de tout ça mélangé, il faut que nous dépassions cela. Nous sommes dans quelque chose... Même les délations, hein, il y a des gens qui étaient proches. Les esclaves domestiques et les esclaves de jardin, c'était différent. Les maîtres choisissaient comme ils voulaient, machin. Ils ont institué une espèce de haine et de difficulté. Et avec ce que nous vivons, la difficulté de réussite que nous rencontrons dans diverses professions, quand elles voient qu'un tel réussit... Moi, je suis passé par là pour Antenne 2. Il faut la mettre dans le lit d'un tel, il faut lui créer machin. Il y a même des gens qui ont... Puisque tu sais, je t'ai pas envoyé des photos de carnaval, mais j'ai fait le carnaval. Et j'ai fait le carnaval sur des bras de Jack. Des bras de Jack de mon époque. Mon photo. Je vais te le renvoyer. Tu m'as même dit que tu animais des croisières, mon gars courir vite en les bateaux.
Alors, j'ai été directrice, entre autres choses, j'étais directrice des croisières paquets. Les croisières paquets, c'était des jolis petits bateaux de luxe. Et on arrivait ici, on atterrit ici. Et un mardi gras, il y a une dizaine d'années, j'ai les photos. Si elle peut montrer les photos pour qu'on ne croit pas que je... Les gens coulent le vide sur le pont. Bateau, croisière paquet. Attends, on te voit déguisé là, oui. Ça, c'est avec France. Nous sommes au carnaval en Autriche. Je suis en tigresse, elle est en serpent. On a vécu un carnaval extraordinaire. Et c'est moi qui ai fait tous les maquillages. Tout le maquillage, c'est moi qui ai fait. Non, mais les croisières paquets, j'arrive avec mon panneau Mardi Gras croisière paquet et j'ai dit aux touristes sur le bateau, vous mettez tous en rouge. Perruque rouge, la veille. Dress code. Dress code, c'est le rouge en Martinique. Et nous descendons dans la ville, nous descendons Mardi Gras dans Fort-de-France. Vous prenez des chachas, vous prenez ce que vous voulez. Et vous entrez dans le vidéo de Fort-de-France. On est rentré, moi, Michel Maillet, je l'ai fait, directrice de croisière en Martinique. Nous sommes rentrés dans le vidéo, on nous a applaudi. On nous a... envoie les petites photos du carnaval. On nous a applaudi. Oui. Voilà, elles sont là. Voilà, croisière paquet. Regarde. Ouais. Croisière paquet, effectivement déguisé. Vous êtes déguisé. Et voilà, on est là. Voilà. Tu vois. C'est je suis assez contente parce que on a mêlé les touristes à la population et ils étaient heureux. Ouais. Là, on arrive dans la dernière ligne droite, Michel. Alors, tu as un extrait. Oui. Que tu voudrais lire. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Michel Maillet va vous lire quelque chose. Coûter pour tonne, mais aussi tonne pour comprendre. Voilà. C'est parti, je t'écoute. Alors, c'est un extrait du discours d'investiture à la présidence en 1994 de Nelson Mandela. C'est un extrait sur mon troisième livre que je ne t'ai pas montré, qui est La vie du premier Saint Noir canonisé par l'Église, Saint Benoît, avec la préface de David Macaire et ma rencontre avec Michelle Obama. Nous t'écoutons. Ouais. Alors, je dis ceci aux jeunes Martiniquais, aux jeunes Martiniquaises et à ceux de tous âges, de comprendre cette phrase, de bien l'écouter. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et en laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Nelson Mandela. Voilà. Je crois aussi que le problème que nous avons, nous vivons beaucoup dans la peur. Et Jean-Paul II dit, n'ayons pas peur. Merci, Michel Maillet. Mesdames et messieurs, on a vécu un grand moment de télévision avec cette grande dame. À très bientôt sur Zouk TV. Au revoir, merci Michel.